Enfin, il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat. Mais tuer le père, en psychanalyse... Personne n'imaginait qu'un homme aussi solide puisse s'effondrer ainsi. Pourtant, ce jour-là, William Lémergie a baissé les yeux, comme si quelque chose s'était brisé à jamais. Une humiliation, dit-il, si violente qu'elle l'a empêché de remettre un pied à C8. Et derrière son sourire discret, une phrase qu'il n'avait jamais osé prononcer résonne encore. « Je souffre ». Alors comment un pilier de la télévision française en est-il arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ces derniers instants que personne n'a vu? Mais comment cet homme, autrefois visage rassurant des matinées françaises, est-il passé de la gloire de Télématin à cette chute silencieuse qui l'a marqué à vie? Comment un homme qui avait traversé toutes les tempêtes médiatiques a-t-il pu vaciller ainsi, comme si une simple décision administrative avait balayé 40 ans de certitude? Cette question revient sans cesse lorsque l'on contemple aujourd'hui le visage fatigué, mais toujours digne, de William Lémergie. Car derrière son image de professionnel impeccable, derrière la voix familière qui avait rythmé les matinées de millions de Français, se cache une blessure que peu avaient soupçonnée. Une humiliation, dit-il, si profonde qu'elle a résonné en lui comme un écho impossible à faire taire. Lorsque C8 s'est brutalement éteinte, ce 1er mars 2025, personne n'a immédiatement mesuré l'onde de choc. On a parlé de décision de l'Arcom, de retrait de fréquences, de crise politique, on a commenté la réaction virulente de Cyril Hanouna, on a scruté les tribunes enflammées, les manifestations devant l'Arcom, les débats sur la liberté d'expression. Mais très vite, derrière ce vacarme, d'autres voix se sont tues, des animateurs, des chroniqueurs, des techniciens, des producteurs, toute une constellation de noms reconnaissables, soudain plongés dans un silence étrange, presque irréel. Et parmi eux, il y avait lui, William Lémergie, un nom que l'on croyait inébranlable. Après avoir porté Télématin pendant 3 décennies, après avoir été l'un des visages les plus ancrés dans la mémoire familiale française, il avait trouvé une seconde respiration sur C8. William à midi n'était pas seulement une émission, c'était sa façon de rester vivant, utile, connecté au monde. Une manière douce et régulière de dire chaque jour « Je suis encore là ». Il le disait souvent en souriant, presque timidement, comme si cette nouvelle aventure était pour lui une seconde jeunesse, une liberté retrouvée. Mais cette liberté s'est arrêtée net, sans préavis, sans transition, comme si l'on coupait le son au milieu d'une phrase. Le jour de l'annonce, une étrange rumeur avait envahi les couloirs. Des regards fuyants, des messagers embarrassés, des mails laconiques. Puis, une phrase froide, sèche, administrative. Fin de diffusion, cessation immédiate. Les chaînes s'étaient tues, les programmes s'étaient figés. Et lui, qui avait toujours su jongler entre les crises, qui avait appris à mesurer ses émotions, s'était retrouvé face à un vide qu'il n'avait pas anticipé. C'est ce vide-là, raconte-t-il aujourd'hui, qui l'a brisé. Il n'en avait jamais parlé publiquement avant cette interview donnée à Le Parisien. Mais ce jour-là, assis face aux journalistes, il a laissé tomber le masque. Une confession rare, presque fragile. « Je souffre », a-t-il murmuré, comme s'il parlait à voix haute pour la première fois de sensations qu'il gardait enfouies. Et ces 2 mots, d'apparence simple, contiennent en réalité tout le poids de son histoire récente. Car pour William Lémergie, ce n'est pas seulement la fin d'une émission, ce n'est pas seulement la perte d'un plateau ou d'un micro. C'est le sentiment d'avoir été poussé dehors sans regard, sans considération, sans adieu digne. Il raconte cette humiliation comme un moment suspendu. Un appel téléphonique trop court, une consigne glaciale et surtout le refus catégorique, presque violent, qu'on lui a opposé lorsqu'il a demandé à revenir sur le plateau pour dire un dernier au revoir à son équipe. « On m'a dit que ce n'était pas nécessaire », confie-t-il. Ce mot, nécessaire, continue de l'écorcher, comme si sa présence n'avait plus de valeur, comme si 50 ans de carrière pouvaient être balayés d'un revers de main. Ce qui l'a détruit, ce n'est pas l'arrêt de C8, c'est le fait de ne pas avoir eu le droit de tourner la page lui-même. Depuis cette journée, sa vie a changé imperceptiblement, mais profondément. Il dit qu'il se lève plus lentement, qu'il boit son café plus longtemps, qu'il écoute les informations, mais qu'il ne peut plus s'empêcher de ressentir cette absence. Ce trou béant laissé par l'absence de direct, d'équipe, de routine.
Les téléspectateurs voyaient en lui un homme solide, un pilier rassurant. Mais l'homme, lui, se découvre vulnérable. On ne guérit pas de ça en quelques semaines, souffle-t-il. Il raconte aussi la solitude. Une solitude particulière, presque paradoxale. Entouré d'amis, de souvenirs, de messages de soutien. Et pourtant, traversé par une sensation de disparition. Comme si son visage se brouillait peu à peu dans le miroir public. Chez lui, dans le calme feutré de ses matinées, il dit qu'il entend encore le jingle de l'émission, comme un écho venu d'un autre temps. Par moments, il croit même sentir le trac léger des minutes avant le direct. Mais ce trac n'a plus d'endroit où aller. Pour un homme comme lui, la télévision n'était pas un métier, c'était une respiration. Et c'est précisément cette respiration qu'on lui a coupée. Ce qui frappe le plus dans son témoignage, ce n'est pas la colère. C'est la douceur avec laquelle il parle de cette blessure. Une douceur triste, comme un homme qui accepte d'avoir été touché, mais qui refuse de se laisser dévorer. Il dit qu'il ne cherche pas de coupable. Il ne veut pas rallumer les polémiques, encore moins se mêler aux batailles de Cyril Hanouna ou aux combats juridiques qui enflamment encore les réseaux sociaux. Il parle simplement de sa propre vérité, de cette douleur sourde qu'il a longtemps dissimulée sous un professionnalisme impeccable. « Ce que j'ai perdu, dit-il, ce n'est pas un salaire, c'est un rythme, une identité, une façon d'exister. » Dans ces mots, on sent un homme qui tente de comprendre comment un monde qui l'avait servi pendant presque toute sa vie a pu se refermer si violemment sur lui. Un homme qui marche désormais avec prudence, comme si chaque souvenir pouvait lui échapper ou lui faire mal. Un homme qui, malgré les apparences, cherche encore une manière de se réinventer. Et surtout, un homme qui pour la première fois depuis longtemps accepte de dire ce qu'il ressent vraiment. Parce qu'au fond, derrière l'icône, derrière la carrière, derrière la figure familière des foyers français, il y a William. Un homme de 78 ans qui confie presque à voix basse que la lumière lui manque encore. Un homme qui espère peut-être qu'un jour quelqu'un lui dise enfin « Oui, vous comptez toujours. 8 mois ont passé. » Mais la blessure, elle, n'a pas cicatrisé. Alors, comment va vraiment William Lémergie, maintenant que le silence de la télévision a occupé la place du direct qui rythme une vie entière? Cette question, presque murmurée, plane au-dessus de lui comme une ombre douce mais lourde, une ombre qui ne le quitte jamais tout à fait. Car si son visage garde encore par moments cette lumière familière, celle qui rassurait tant de Français au petit matin, il porte aussi aujourd'hui les marques subtiles d'un combat intérieur, de ce moment de bascule où l'on comprend que ce que l'on aimait le plus au monde peut s'arrêter sans prévenir. 8 mois depuis que C8 s'est tu, que les lampes du plateau se sont éteintes, que les discussions autour de la table de production ont cessé, que les écrans de contrôle sont devenus noirs. 8 mois pendant lesquels William Lémergie a essayé, tant bien que mal, de reprendre souffle. Il le dit lui-même, il n'a pas renoncé. Il ne renoncera jamais. Mais il admet que quelque chose en lui s'est fissuré, comme un verre trop longtemps exposé à la chaleur des projecteurs. Il raconte ce manque avec une sincérité bouleversante. Un manque qui ne ressemble ni à la nostalgie, ni au regret. C'est une absence qui se vit dans le corps, presque physiquement. « Ça me manque », souffle-t-il. 2 mots simples, mais portés par 50 années d'habitude, de trac, de joie, de fatigue, de passion. 2 mots qui révèlent ce que la télévision représentait vraiment, un rythme vital. Il dit que certaines matinées sont plus difficiles que d'autres, qu'il existe des jours où il ressent l'envie irrépressible de se lever un peu plus tôt, comme si son corps attendait encore le fameux décompte qui précède l'antenne. D'autres jours, il se surprend à composer mentalement les phrases qu'il aurait prononcées s'il avait été à l'écran. Ce sont de petites choses, presque anodines, mais ce sont précisément ces traces infimes qui révèlent à quel point ce métier fait partie de lui, de son souffle, de sa manière de regarder le monde. Et pourtant, malgré ce manque profond, il tente de remplir ce vide d'une autre manière. Le théâtre notamment. Cela aurait pu être une parenthèse, une distraction, une aventure secondaire. Mais non, c'est devenu une planche de bois sur laquelle il avance prudemment, avec l'élégance et la gravité de ceux qui savent qu'ils marchent sur quelque chose de nouveau, mais qui espèrent y retrouver un peu de l'ancien feu. Aux côtés de Sophie Davant, il a retrouvé une forme de présence, une forme de partage. Le public est là, bien réel, bien vivant, presque à portée de main.
Cela lui fait du bien. Cela l'aide à respirer. Mais il ne s'en cache pas. Ce n'est pas la télévision. Ce spectacle est comme une cerise sur le gâteau, dit-il. C'est un plaisir, un cadeau, mais pas la fondation. Pas cette pierre essentielle qui a façonné son existence. Il refuse pourtant de laisser croire qu'il tourne la page. L'expression abdetilam ou abdiquer lui arrache un froncement de sourcils. On le sent presque piqué dans sa fierté, dans son identité même. Il répète, avec une fermeté douce mais déterminée, « On n'a pas du tout envie d'abdiquer. On a des projets, on voit des producteurs, ensemble ou non. On espère bien refaire notre métier. » Cet « on » en dit long. Il parle de complicité, de solidarité, de lien. Ce « on » inclut Sophie d'avant, inclut les amis, les partenaires de scène, ceux qui croient encore en lui, ceux qui refusent, comme lui, de considérer cette période comme une sortie. Il n'est pas dans l'après. Il est dans l'attente active. L'attente d'une ouverture, d'une proposition, d'un plateau où poser de nouveau, son regard calme et sa voix posée. On sent pourtant que derrière cette détermination, il subsiste une forme de colère. Pas une colère explosive ou bruyante, mais une colère intime, profonde, presque silencieuse. Une colère qui s'est construite le jour où tout s'est arrêté. 50 ans de télévision et ça s'arrête brusquement pour des raisons injustes et honteuses, lâche-t-il. Il ne hausse pas la voix en prononçant ces mots. C'est peut-être cela d'ailleurs qui les rend encore plus bouleversants. On perçoit une amertume longue, contenue, comme un homme qui a trop bien appris à maîtriser ses émotions pour se permettre de les laisser éclater maintenant. Cette amertume, il l'a portée seule pendant plusieurs semaines, mais il n'était pas totalement abandonné. Valentine, la fille de Sophie d'avant, a été l'une des premières à lui tendre la main. Un message simple, sincère, presque filial, qui l'a touché plus qu'il ne l'avoue. Elle lui a dit qu'elle admirait son travail, qu'elle comprenait sa peine, qu'elle espérait le revoir bientôt. Ces quelques mots ont compté. Parce que dans les moments où tout vacille, ce ne sont pas les grandes déclarations qui sauvent, mais ces gestes discrets, ces attentions minuscules, qui rappellent qu'on existe encore pour quelqu'un. Pourtant, malgré ses soutiens, malgré le théâtre, malgré les projets, il confie aujourd'hui que la douleur demeure, une douleur tranquille, enracinée, mais toujours présente. « Je souffre », répète-t-il, pas pour émouvoir, pas pour attirer l'attention, juste parce que c'est vrai. On me dit « Vas-y, profite de la vie », mais ma vie, c'est ce job. Il n'y a pas de résignation dans sa voix, seulement une vérité nue, désarmante. Celle d'un homme qui n'a jamais envisagé la télévision comme un passage, mais comme une vocation. Et c'est peut-être là que tout bascule. Là que le récit intime devient un portrait plus large, presque générationnel. Parce que pour beaucoup d'hommes et de femmes de plus de 45 ans, ces mots résonnent douloureusement. Le travail, ce n'est pas seulement un moyen d'occuper la journée, c'est une boussole, une raison d'être. Et lorsque cette boussole se brise, il faut une immense force pour continuer à avancer sans perdre le nord. 8 mois après l'arrêt de C8, William Lémergie n'est donc pas passé à autre chose. Il est dans un entre-deux fragile, un moment suspendu entre ce qu'il a perdu et ce qu'il espère retrouver. Il avance avec prudence, mais avec un désir intact. Celui de revenir. Revenir non pas pour prouver quelque chose, revenir parce que c'est là qu'il se sent lui-même, parce que la caméra, le plateau, l'équipe, les téléspectateurs, tout cela constitue son univers naturel, celui dans lequel il respire sans effort. Et dans ses yeux, malgré la fatigue, malgré la peine, malgré le passé qui insiste pour rester présent, on aperçoit une lueur fine mais tenace, celle d'un homme qui attend, qui espère, qui se prépare, celle d'un homme qui, au fond, n'a jamais vraiment quitté la télévision, même si la télévision s'est éloignée de lui un instant, car William Lémergie n'a jamais cessé d'y croire, et quelque part, au milieu du silence et des souvenirs, il se tient prêt. Mais avant d'affronter l'absence, avant de ressentir la violence de l'arrêt de C8, une autre épreuve avait déjà marqué William Lémergie au fer rouge. Et c'est peut-être là que tout commence vraiment, dans cette rencontre, puis dans cette renaissance que personne n'avait vu venir. Car, pour comprendre où il en est aujourd'hui, il faut revenir bien en arrière. 30 ans plus tôt. À l'époque où Télématin n'était pas seulement une émission, mais un lieu de vie, un carrefour où les personnalités, les tempéraments, les rires et les doutes se croisaient chaque jour avant l'aube. C'est là, au détour d'un couloir encore silencieux,
que les chemins de William Leimergie et de Sophie Davant se sont rencontrés pour la première fois. Une rencontre simple, presque anodine, qui n'avait rien de romanesque, mais une rencontre vraie, instinctive, de celles qui laissent une trace sans que l'on sache vraiment pourquoi. Sophie était jeune, pleine d'énergie, de cette fraîcheur un peu fragile que l'on a lorsqu'on débute, mais que l'on veut prouver sa place. Lui, déjà installé, posé, sûr de son rythme de croisière, portait ce mélange de rigueur et de bienveillance qui donnait envie d'être à la hauteur. Très vite, une complicité s'est créée entre eux, faite de petites attentions, de regards amusés pendant les répétitions, de confidences échangées dans ces instants suspendus qui précèdent le direct. Rien qui ressemble à autre chose qu'à une amitié profonde, stable, durable. Une amitié qui traverse les années comme un fil discret, mais solide. Puis le temps a passé. Ils ont travaillé beaucoup. Ils se sont perdus de vue parfois, retrouvés souvent, toujours avec la même évidence, la même confiance. Ils formaient ces duos rares de la télévision, une alchimie sans forcer, une complémentarité naturelle. Et jamais dans ces premières décennies, ils n'auraient imaginé qu'un jour, leur vie s'imbriquerait autrement. Le destin, lui, attendait son heure. Puis 2020 est arrivé. Une année qui a marqué tant de vies, mais pour William Leimergie, elle portait une douleur d'une profondeur indicible. La disparition brutale de son épouse, après des années partagées, des souvenirs, des habitudes, une intimité forgée au fil du temps. Quand on perd quelqu'un qui a occupé toute une vie, la lumière se retire d'un coup. Les murs deviennent plus froids, le silence plus lourd. Et même lorsqu'on est un homme public, habitué à parler, habitué à maîtriser ses émotions, on découvre soudain qu'il existe une peine qui ne se dit pas, qui s'endure en dedans. C'est à ce moment-là que Sophie Davant est réapparue dans son quotidien. Non pas comme une collègue, non pas comme une amie de jeunesse, mais comme un soutien silencieux. Elle ne cherchait pas à combler le vide. Elle ne cherchait pas à panser une blessure qui n'appartient à personne d'autre que lui. Elle était simplement là, présente, constante. Elle l'écoutait lorsque les mots sortaient difficilement. Elle respectait les silences lorsque les mots n'étaient plus possibles. Elle devenait cette présence douce qui ne force rien, qui ne réclame rien, mais qui accompagne sans jamais vaciller. Lui, habitué à tout contrôler, à structurer chaque minute de ses journées, a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté auparavant, l'idée que l'on peut se laisser porter, que l'on peut accepter la main tendue, accepter de ne plus être le pilier, accepter que la force change de camp pendant un temps. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'un premier mouvement s'est produit, presque imperceptible, celui de l'apaisement, celui du retour à soi. Lorsque deux êtres qui se respectent profondément traversent ensemble une telle période, quelque chose change. Pas immédiatement, pas brutalement, mais doucement, comme une marée qui monte. En 2022, ce changement est devenu public. Ils ont officialisé leur relation. Certains ont été surpris, d'autres ont trouvé cela naturel. Mais pour eux deux, ce n'était ni un coup de théâtre, ni une évidence calculée. C'était une continuité, une réponse du cœur, une permission donnée à la vie de reprendre sa place. Et pour William Leimergie, ce fut plus qu'une relation, ce fut une renaissance. Il le dit à demi-mot dans ses interviews, mais on le devine dans son regard, dans sa posture, dans cette façon plus apaisée d'affronter les épreuves. Sophie Davant a été ce souffle nouveau, cette main qui empêche de tomber trop bas, ce regard qui replace la lumière là où elle avait commencé à s'éteindre. Ensemble, ils ont construit quelque chose qui n'a rien de flamboyant, ni de spectaculaire. C'est une relation mature, humaine, ancrée dans le réel. Une relation d'adultes qui savent ce que signifie perdre, qui savent ce que signifie recommencer. Lors de la disparition de C8, lorsque la douleur professionnelle est devenue raviver des cicatrices encore sensibles, elle était là, présente, exactement comme elle l'avait été les années précédentes, solide, discrète, loyale. Et lui, qui n'avait jamais réellement parlé de ses fragilités dans sa vie publique, s'est autorisé à le faire. Parce que lorsqu'on n'est plus seul, on peut admettre que l'on souffre. On peut accepter d'être traversé par le doute, par l'injustice, par la peur de disparaître. On peut même admettre que l'on a encore besoin de reconnaissance. Elle, toujours attentive, l'a accompagné sur scène, dans le théâtre qu'ils partagent aujourd'hui. Elle l'a encouragé lorsqu'il doutait de reprendre la route du spectacle. Elle était ce lien qui empêche l'isolement, cette voix qui dit « Tu existes encore, tu comptes encore, tu n'es pas fini ».
Et lui, lorsqu'il était assis au premier rang de danse avec les stars pour soutenir Sophie Davant, en éprouvait une fierté presque juvénile. Une joie simple, pure, qui n'a rien à voir avec la carrière, avec la télévision, avec la notoriété. C'est là que réside la plus grande transformation de William Lémergie, dans cette capacité retrouvée à aimer et à être aimé. Dans ce choix, après tant de drames et de secousses, d'ouvrir encore son cœur. Lui qui avait passé sa vie à donner confiance à ses équipes, à rassurer les téléspectateurs, à guider les jeunes journalistes, a découvert à plus de 75 ans que la vie pouvait encore lui offrir un second souffle, et qu'il n'était jamais trop tard pour accepter ce souffle-là. Dans leurs regards croisés, dans leurs gestes, dans leur façon d'être ensemble, il y a quelque chose de profondément humain. La réconciliation entre ce que l'on a perdu et ce que l'on peut encore gagner. Une philosophie simple mais essentielle. La vie ne rend jamais ce qu'elle a pris, mais elle offre parfois une autre forme de lumière. Pour William Lémergie, cette lumière, c'est elle. Et à travers elle, c'est lui-même qui l'a réappris à voir. Il y a des histoires qui s'achèvent dans le bruit, dans les ruptures soudaines, dans les disputes qui éclatent comme des orages. Et puis il y a celles qui se referment doucement, sans fracas, presque en silence, mais qui laissent derrière elles un écho profond, capable de transformer une vie entière. Celle de William Lémergie appartient à cette seconde catégorie. Une histoire qui ne s'est jamais écrite dans la colère, mais dans la patience, la dignité et l'acceptation. Aujourd'hui, après toutes les tempêtes traversées, après les interruptions, les deuils, les renaissances, il marche d'un pas plus lent, peut-être, mais plus sûr. Il a compris que le temps ne se contrôle pas, que les pages se tournent parfois malgré nous, mais qu'il existe 1000 façons d'habiter les chapitres suivants. On pourrait croire qu'il vit dans la nostalgie, qu'il contemple son passé comme un album auquel il manque des pièces. Mais non, c'est un homme tourné vers demain, un homme qui avance avec une lucidité calme, presque sereine. Car au fond de lui, ce qui brûle encore, ce n'est pas la frustration, ce n'est pas le regret, c'est l'élan. Cette chose mystérieuse et presque enfantine qui pousse à recommencer, encore et encore, même après 50 ans de métier, même après les pertes, même après les silences. Souvent, il confie qu'il se sent encore appelé par ce monde qu'il aime tant. Par les studios, les équipes, l'odeur des loges, la tension électrique des minutes avant un direct. Ce n'est pas une nostalgie douloureuse, c'est un lien vivant, profond, presque organique, une partie de lui, tout simplement. Une part qui ne s'efface pas avec une décision administrative, ni même avec le passage du temps. Mais ce qui frappe le plus aujourd'hui, c'est la manière dont il a accepté de se réinventer sans jamais renier ce qu'il est. Il ne nie pas sa souffrance, il ne la maquille pas. Il dit « je souffre » comme on dit « je vis », avec une honnêteté rare, sans chercher la dramatisation. Il la reconnaît, il la comprend, il l'apprivoise. Son regard a changé, pas parce qu'il est plus triste, mais parce qu'il est plus profond. Parce que chaque instant semble peser, choisi, observé avec cette sagesse particulière que seuls les chemins cabossés peuvent offrir. À ses côtés, Sophie Davant incarne ce nouvel équilibre. Leur complicité n'est pas un feu d'artifice, mais une lumière douce, stable, constante. Une lumière qui apaise, qui recentre, qui réchauffe. Ensemble, ils ont appris à rire malgré tout, à avancer malgré les secousses, à inventer d'autres formes de bonheur. Leur histoire n'efface rien du passé. Elle offre simplement une direction différente, un horizon qu'ils n'imaginèrent plus. Et c'est peut-être cela, la véritable renaissance. Accepter que la vie continue de surprendre même lorsque l'on croit tout connaître. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il reviendra un jour devant la caméra, mais plutôt de comprendre que d'une certaine manière, il n'en est jamais parti. Car un homme qui a donné 50 ans à la télévision laisse une empreinte qui dépasse de loin les programmes, les audiences ou les chaînes. Son visage, sa voix, son calme, sa présence. Tout cela continue de vivre dans la mémoire de ceux qui l'ont regardé, suivi, aimé, parfois sans même le connaître. Ce qui reste, au fond, c'est la trace humaine, celle d'un homme qui a compris que l'on peut tomber sans se briser, que l'on peut perdre sans disparaître, que l'on peut souffrir sans renoncer à la lumière. Un homme qui nous rappelle que chaque fin porte en elle le commencement de quelque chose d'autre, que la télévision, comme la vie, n'est faite que de cycles, et que ce qui compte, ce n'est pas la chaîne qui s'éteint, mais la capacité à garder brûlante la flamme
qui nous anime. Alors peut-être que son plus beau message est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour se relever, pour aimer à nouveau, pour croire encore. Jamais trop tard pour laisser entrer la lumière. Et vous, qu'avez-vous ressenti en découvrant cette histoire ? Quel souvenir gardez-vous de William Lémergie et quelle part de sa trajectoire vous touche le plus ? Si cette vidéo vous a ému, si elle a réveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires humaines, profondes, vraies. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout.